Nous appelons notre ami, le professeur Bruno Housset, qui a fait un effort considérable depuis 48 heures pour trouver son billet d'avion pour le Maroc. Donc, il y avait des grèves depuis 48 heures. Il vient d'atterrir il y a 3 heures à Casablanca. Nous le remercions infiniment pour tous ses efforts. C'est le président de notre conseil scientifique depuis plusieurs années. Il va nous parler de la pneumologie à l'ère de l'intelligence artificielle et des big data. À toi la parole, cher ami. Cher Abdelillah, merci beaucoup. Effectivement, ça n'a pas été simple d'arriver jusqu'à vous. Et je dois vous dire que je suis extrêmement heureux d'être avec vous et dans les temps, à peu près, pour vous parler de la pneumologie à l'ère de l'intelligence artificielle et des big data. Et le premier message est assez simple. C'est que... Ah, j'ai un problème avec la police. Juste avant de venir, j'ai été arrêté par la police sur la route. Mais là, c'est la police de la présentation qui ne va pas. Et donc, le titre, c'est « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Donc, ça pourrait être très court. Hein. C'est un titre un peu provocateur de Luc Julia, un livre qu'il a écrit. Il a aussi fait des conférences que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et donc, c'est le co-inventeur de Siri. Donc, c'est un peu suspect hein, comme titre, puisqu'il a beaucoup trempé dans cette affaire. Et pour vous expliquer un peu plus les choses, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, le terme d'intelligence artificielle, a été proposé en 1956. Et l'idée, c'était de reproduire le raisonnement humain, l'intelligence humaine. Or, et ça c'est intéressant, je trouve, Spencer a proposé 3 types d'intelligence humaine. Une intelligence analytique, avec un raisonnement, avec des algorithmes. Ce sont les tâches un peu scolaires. Et ça, l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît, algorithmique, permet de répondre à ces questions. Par contre, l'intelligence créative, émotionnelle, celle qui va innover, proposer des idées nouvelles, eh bien celle-là, elle n'est pas encore dans les ordinateurs et ça risque de prendre beaucoup de temps avant de trouver une intelligence artificielle créative. Le dernier type d'intelligence, c'est l'intelligence pratique. C'est-à-dire comment on s'adapte à une situation inhabituelle. Et là aussi, l'intelligence artificielle n'est pas faite pour ça. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a une intelligence artificielle générative, on va en parler, mais elle n'est pas créative. Et il y a des débats de spécialistes sur est-ce qu'un jour on verra une intelligence créative avec des émotions, comme dans le film Hair. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, où en fait il tombe amoureux d'une jeune femme virtuelle. Hein. Ça vaut la peine de voir. Et donc, l'intelligence artificielle existe, mais avec des limites. Elle ne s'applique qu'aux problèmes analytiques. Il faut savoir que ça n'a pas été une croissance régulière, l'intelligence artificielle, depuis 1956. Il y a eu ce qu'on appelle des hivers de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, il n'y avait plus de crédit, les gens s'intéressaient moins parce que les ordinateurs n'étaient pas assez puissants, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de bases de données. Et puis, depuis la création des puces graphiques, qui ont des puissances de calcul énormes, et puis des possibilités de stockage de données énormes, eh bien, l'intelligence artificielle est repartie. En fait, l'intelligence artificielle, ça fait partie des différentes mutations, révolutions des technosciences. Et donc là, on peut regrouper les nanotechnologies. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent sur comment on peut vectoriser des médicaments, par exemple, sur des nanoparticules, comment on peut même créer des nanorobots. Et puis les biotechnologies, avec cette révolution de CRISPR-Cas9, vous savez, c'est la chirurgie du gène. On commence à en voir les applications de certaines maladies génétiques. Et l'informatique, avec les big data, l'Internet des objets, qui permet de collecter des données et de les regrouper dans d'immenses bases de données. Et enfin, le cognitivisme avec l'intelligence artificielle, dont il existe plusieurs degrés. Le degré, j'allais dire, 0, ce sont les scores cliniques. Vous savez que je suis un fanatique des scores cliniques. Et c'est une forme d'intelligence artificielle. Et puis, vous avez l'intelligence artificielle de haut niveau, donc, que j'évoquais tout à l'heure et qui n'existe pas
avec des émotions, une conscience. On en est loin. Et donc, il y a d'autres aspects révolutionnaires dans notre environnement. La robotique, l'impression 3D, les thérapies réparatrices, l'hybridation homme-machine. Juste un clin d'œil, vous avez vu que Elon Musk a fait greffer une puce chez un homme. Le projet télépathie, ça s'appelle. C'est pas très bien, c'est relativement obscur, les critères de jugement et la façon dont il gère cette expérimentation. Mais ça a été en fait écrit en 2016. Oui, c'est simplement pour souligner. Alors, c'était tiré des annexes du bouquin de Luc Ferry. C'est intéressant de citer ses sources, mais le point important, c'est que c'est 2016. Et c'est pour souligner que depuis des décennies, en fait, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle. Il n'y a rien de nouveau. Sauf que c'est passé dans le grand public. Déjà en 2017, vous aviez ces agents conversationnels, vous pouviez discuter avec, l'un c'était Amazon, l'autre c'était Google, et vous pouviez éventuellement poser des questions médicales. 2017, nous sommes en 2024. Donc vous voyez que les choses ont bougé avec en fait l'apparition de l'intelligence artificielle générative. C'est le GPT-4 dont tout le monde a entendu parler, et il y a beaucoup d'autres intelligences artificielles génératives. Ceci est tiré en fait d'un rapport de l'Académie nationale de médecine qui a été publié il y a quelques semaines, début mars, et qui fait un point sur l'intelligence artificielle et sur ses enjeux. Et vous voyez que la définition de l'intelligence artificielle générative, ça réjouit beaucoup Luc Julia, qu'on parle d'intelligence artificielle générative. Ça veut bien dire que ce n'est pas créatif. C'est généré à partir des données qu'on a fait rentrer dans la machine pour lui apprendre les différents éléments. Et donc, ça peut générer, produire de multiples résultats, des textes, des images, des vidéos. Donc, quelques diapos pour vous expliquer un petit peu de loin comment ça marche. De loin, parce que je ne suis pas un spécialiste de la question, mais ils expliquent un petit peu le fonctionnement dans ce rapport. En fait, vous interagissez avec le système d'intelligence artificielle avec des requêtes, ce qu'on appelle des prompts en anglais. Et donc ça, bien sûr, comme d'habitude, la façon de formuler la question est essentielle. Ces systèmes s'appuient sur ce qu'on appelle des modèles de fondation. Ces modèles de fondation, c'est des réseaux neuronaux, réseaux de neurones, qui sont entraînés sur une grande quantité de données. On va voir que c'est considérable. Les techniques d'apprentissage machine produisent des modèles qui sont des modèles mathématiques. Ce sont des statistiques. Quand vous prenez votre téléphone et vous faites un message, elle va vous proposer un certain nombre de mots. Vous savez les erreurs qu'on peut faire quand on utilise ce type de technique. Mais il vous propose des mots et c'est juste une analyse statistique de ce que vous avez utilisé auparavant. Donc, l'intelligence artificielle, ce sont des mathématiques. Et en fait, on peut avoir l'apprentissage non supervisé, on lui donne des données à analyser, et il n'y a pas de supervision, c'est l'algorithme lui-même qui prend en charge la classification. Il y a les apprentissages supervisés, on va lui dire ça, c'est une pathologie interstitielle, ça c'est un emphysème, et donc à partir de là, il va pouvoir construire un système. Vous connaissez l'histoire du chat aussi, ça c'est un chat, il faut des milliers d'images pour qu'il puisse reconnaître un chat. Alors qu'un enfant de 2 ans, vous lui faites rencontrer 2 chats et il sait ce que c'est qu'un chat. Donc c'est pour vous montrer la bêtise, entre guillemets, de l'intelligence artificielle. Elle n'a pas du tout le même type d'apprentissage qu'un être humain. On est loin de l'intelligence humaine. Et puis il y a l'apprentissage par renforcement. Si vous avez un apprentissage non supervisé, il y a un renforcement par l'homme qui va aller voir ce qui se passe, quels sont les résultats, éventuellement associer des filtres pour éviter des comportements bizarres. Vous savez que quand on a mis en place le chatbot de Microsoft, au bout de 16 heures, ils ont arrêté parce que la machine avait un comportement raciste. Donc en fait, ils ne s'étaient pas rendu compte qu'elle avait été entraînée sur une base de données qui était... le gars qui avait fait cet entraînement s'était dit, on va faire simple, je vais commencer par le début. Le début, c'était Alabama 1950. Et donc forcément, ce n'était pas notre époque. Et donc c'est extrêmement important de savoir quels sont les éléments qu'on entre dans ces machines. Il n'y a pas de critères de vérité. D'accord ? Il prend tout ce qu'il y a sur Internet. Et donc la Terre est plate. Vous trouvez des sites sur lesquels on dit que la Terre est plate. Donc il va prendre aussi ces informations.
Donc différents types d'apprentissage. On utilise en anglais transformer, c'est transformateur, c'est un type d'architecture de réseau neuronal pour créer des modèles de langage. Le LLM, Large Language Model, c'est GPT en fait. Hein. GPT ou bien BERT. Et donc les textes sont décomposés en fragments qui ne sont pas forcément signifiants. Et ces fragments, on les appelle les tokens. Et la machine fait des relations statistiques, des corrélations entre ces différents tokens pour essayer de proposer éventuellement la suite. Proposer, ça peut être le mot suivant, et ça c'est le modèle de GPT, c'est-à-dire qu'il va utiliser le contexte précédent, les mots précédents, c'est ce que vous faites avec votre téléphone quand vous faites votre message, les mots précédents pour vous proposer le mot suivant. Alors que dans le système de BERT, là, c'est le système de Google, en fait, il comble les trous. C'est-à-dire qu'il regarde ce qu'il y avait avant et il regarde ce qu'il y a après et éventuellement il modifie ce qu'il y a entre les deux. Et donc c'est un peu plus sucre que le système GPT. Juste un mot sur les hyperparamètres. Les hyperparamètres, c'est les caractéristiques en fait du système, du modèle de fondation. Et donc ça recouvre le nombre de couches neuronales dans un réseau, la dimension des vecteurs des tokens, la taille du dictionnaire, et c'est souvent confidentiel. Les gens ne veulent pas divulguer ces informations. La taille des modèles de fondation peut être considérable. Alors c'est dommage parce qu'on ne voit pas la partie inférieure de la diapositive, où en fait c'est en milliards de données. Les milliards de données qui sont stockées. Le système chinois, c'est 1750 milliards. Difficile d'appréhender la chose. Le système de Google, c'est 750 milliards. C'est considérable. Et ça veut dire que c'est anti-écologique au possible. Parce que tout ça, toutes ces données, elles sont stockées sur des ordinateurs qui produisent de la chaleur, qui vont produire du CO2, et donc c'est complètement anti-écologique. Il y a des progrès qui sont attendus sur les modalités de stockage des données. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est absolument impressionnant. Donc, l'IA générative utilise souvent des interfaces d'agents conversationnels, vous savez ce qu'on appelle les chatbots. Et donc, pour ChatGPT, qui a été proposé par OpenAI, mais qui a été créé avec Microsoft, dans Microsoft, vous avez maintenant un système qui s'appelle Copilot, et qui est en fait le chatbot de Microsoft, et vous pouvez avoir une conversation avec lui. Je vais vous montrer un peu plus loin. Et donc, c'est fondé sur le grand modèle de langage GPT-4. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Si, vous voyez la taille de GPT-4 par rapport à GPT-5, qui est sur la droite. Hein. Donc, il faut s'attendre encore à une augmentation considérable des données disponibles. Chatbot Gemini, ça c'est pour Google. Et puis, le groupe de Mark Zuckerberg, Meta, a rendu public en accès libre gratuitement son modèle de langage, Llama 2. Ça a provoqué un peu de remous parce qu'en fait, ce n'est pas complètement ouvert. Et donc, les gens râlaient parce qu'ils n'avaient pas accès vraiment à la totalité des choses. Et puis là, depuis quelques jours, ils ont mis à disposition Llama 3. Donc, vous voyez que ça change, ça évolue tout le temps. Les domaines d'application de l'intelligence artificielle en santé, parce que ça concerne tout le monde, ça nous concerne nous dans nos vies quotidiennes. Je vais parler de votre téléphone, mais il y a plein d'autres situations où vous utilisez l'intelligence artificielle. Et en médecine, il y en a plein d'autres. Ça c'est tiré du rapport de l'Académie nationale de médecine. Et donc, c'est l'aide au diagnostic et au choix de traitement. Et donc ça, pour l'instant, les médecins sont un peu réticents à ce type d'approche. Ceci étant, il y a des papiers qui montrent bien que le système peut être plus performant que le médecin seul. L'apport de l'imagerie médicale, alors là, il y a beaucoup de publications. Alors, en 2023, la FDA, l'agence américaine, a validé près de 700 applications d'intelligence artificielle en médecine, et les 3/4, ça concernait l'imagerie. L'imagerie est un grand consommateur d'intelligence artificielle pour les nodules, pour interpréter la pathologie interstitielle, l'emphysème, etc. Les médicaments sont concernés, on peut construire de nouvelles molécules à partir de l'intelligence artificielle beaucoup plus rapidement que ça n'était le cas avant. On divise par 2 les temps d'élaboration. Ça va changer aussi, et ça change l'organisation des établissements hospitaliers, les relations avec les professionnels de santé, sur les communications, sur la génération de comptes rendus. C'est-à-dire qu'automatiquement, en radiologie, par exemple, ça peut automatiquement générer un compte rendu.
proposer un compte-rendu qui, normalement, doit être lu par le radiologue qui va dire OK ou pas. Donc, des changements importants dans l'organisation des établissements hospitaliers. On met en place aussi des intelligences artificielles qui vont aider, guider les patients à l'hôpital. En recherche, en biologie et en santé, c'est aussi des applications importantes. On sait, par exemple, maintenant, les chercheurs font leur demande de bourse avec ChatGPT. Hein. Ça leur permet de générer, en fait, et puis après, ils corrigent quelques trucs, et puis c'est bon. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Sur les protocoles expérimentaux, l'intelligence artificielle permet aussi de simplifier les démarches. On peut construire des groupes contrôle virtuels. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et ça touche au-delà de la pneumologie. Enfin, l'enseignement, avec tout ce qui est simulation, création de cas cliniques adaptés au niveau de l'apprenant. Donc, tout ça bouge beaucoup. Vous allez me dire, tout ça, c'est très général. Le titre de mon topo, c'est en pneumologie. Alors, je me suis dit, je vais poser la question à Copilot. Copilot, c'est donc le moteur de Microsoft. Et donc j'ai posé la question, quels sont les exemples d'application de l'intelligence artificielle en pneumologie? Vous avez vu que j'ai fait des fautes d'orthographe. Hein, c'est artificiel et pneumologie. Et donc ça n'a pas arrêté. Pour autant, il a bien identifié que je parlais d'intelligence artificielle et de pneumologie. Et vous voyez qu'il vous donne un certain nombre d'éléments. Interprétation des épreuves fonctionnelles respiratoires, avec mieux que le pneumologue, il fait 82% de diagnostic exact. Détection du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, intègre une partie d'intelligence artificielle, ce n'est pas encore quelque chose qui est parfaitement rentré dans les mœurs. Détection des BPCO, diagnostic et pronostic là il a loupé une marche, du cancer du poumon. Et donc avec des algorithmes sur le diagnostic, sur le dépistage, sur le traitement. Et enfin l'imagerie pulmonaire que j'ai déjà évoquée. Je vais reprendre un petit peu tout ça pour dire que l'imagerie, maintenant, les nodules, il y a des systèmes, des logiciels qui aident à détecter les nodules pulmonaires. Et ils sont extrêmement performants. Quand on associe le logiciel et le radiologue, c'est encore plus performant. Et c'est important pour le dépistage du cancer du poumon. Car si on veut faire une double lecture, c'est extrêmement consommateur en temps radiologue. Par contre, si on associe un système d'intelligence artificielle, détection automatique et un radiologue, à ce moment-là, ça réduit en fait les temps, consommation de temps radiologue. L'emphysème peut être quantifié, et normalement maintenant, il y a des logiciels qui sont à disposition des radiologues. On peut identifier les pathologies interstitielles, la quantifier. Et donc, si on veut suivre l'évolution d'une pathologie interstitielle, sous traitement, on a la possibilité de le faire avec l'imagerie. L'anatomopathologie est un énorme domaine pour le diagnostic et puis pour l'étude des paramètres utilisés en anatomopathologie, des biomarqueurs. On peut quantifier les marqueurs par intelligence artificielle. Analyse du TEP scanner, hypertension pulmonaire. Fonction respiratoire, je vais m'attarder un tout petit peu sur la fonction respiratoire. Si j'ai le temps, un peu. Voilà quelqu'un de compréhensif. Donc, une étude qui a été publiée en 2019 par l'Université de Louvain, que vous connaissez peut-être, c'est Marko Topalovic qui était le premier auteur. Et il y a eu trois épisodes, entre guillemets. Un premier épisode où ils ont construit le modèle avec 1430 patients qui avaient été repassés dans un système avec un panel qui avait validé les diagnostics. Ensuite, ça a été pour construire, développer en fait le système. Puis on a validé sur 136. Et après, sur 50 cas qui étaient bien étiquetés, hein, vous voyez les différents. Il y a 8 critères, 8 catégories diagnostiques. Après, on a soumis ça à 120 pneumologues dans 16 pays différents. Et c'est ça qui est intéressant de voir. C'est qu'effectivement, quand on développe, le système détecte les bons diagnostics dans 74% des cas. Quand on fait la validation sur les 136, on reste autour de 74-76%. Et quand on s'intéresse aux pneumologues dans la vie de tous les jours, vous voyez que ça oscille entre 39 et 51% de diagnostics corrects par les pneumologues. Et quand on compare, alors quand on regarde, ça oscille entre 24 et 62%, avec une
très mauvaise concordance. Le kappa est à 0,35 entre les différents pneumologues. Et quand on compare avec l'intelligence artificielle, qui fait 82% en score. C'est ce que disait tout à l'heure Copilot, hein, je le signale dans l'écran. Et donc, on pourrait se dire, mais peut-être que les expérimentés sont meilleurs que les juniors. Et donc, il y avait à peu près 3/4 d'expérimentés, 1/3 de juniors. Et bien, c'est pareil. C'est décevant, n'est-ce pas? Enfin, toujours est-il que dans ce travail, il démontre que l'intelligence artificielle permet de faire mieux que les pneumologues. Alors, ça peut être un peu... Hein, on peut être un peu dépité quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas coupler les deux? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer? Hein, et d'ailleurs, Luc Julia, quand il dit qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, il préfère le terme d'intelligence améliorée ou augmentée. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer l'intelligence, la compétence du pneumologue? Et donc, il y a eu ce travail qui a été publié en 2023, toujours par la même équipe, où en fait, dans un premier temps, on leur donnait la fonction respiratoire, c'est la partie gauche de l'écran, et après, on leur donnait les conclusions de l'intelligence artificielle. Et on voyait si ça changeait leur diagnostic. En fait, quand on analyse ça, en gris, vous avez ici le pneumologue seul, en bleu, avec l'intelligence artificielle, on améliore de façon significative le pourcentage diagnostic exact. Donc, ça me paraît plus intéressant d'avoir cette attitude de dire on peut améliorer, en fait, les performances du pneumologue que de dire on fait mieux, et donc, grosso modo, en sous-tendu, on va remplacer le pneumologue. En pneumologie, il y a donc d'autres applications. Le nez électronique, ce qu'on appelle la volatolomique. L'intelligence artificielle permet, par l'analyse de l'air exhalé, de faire la différence entre BP, CO, asthme, etc. Les sons pulmonaires, il y a 3 domaines. Il y a l'auscultation pulmonaire. Et donc ça, c'est pour ça que c'est compliqué à numériser. Et en fait, l'intelligence artificielle permet de faire par exemple, de prédire une exacerbation de BPCO 5 jours avant l'exacerbation. On peut aussi, l'autre grand domaine, c'est la parole. Donc, analyse de la parole, on peut faire un diagnostic de maladie de Parkinson sur la parole, on peut chiffrer la sévérité de la dyspnée sur la parole. Et le dernier élément sur les sons pulmonaires qui m'échappe, c'est la toux, pardon. Oui, la toux. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la toux. Et là, une anecdote, c'est qu'au moment du Covid, ils se sont demandé si on ne pouvait pas faire un diagnostic de Covid par l'intelligence artificielle, par l'analyse de la toux. Ils ont fait une première étude et ils étaient très contents. Et puis ensuite, avec les variants du Covid, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup moins performant. Et donc, sinon, ça a été abandonné. Donc, c'est vraiment le contexte est un élément extrêmement important à prendre en compte. La bonne prise des aérosols doseurs, il y a un travail qui est en cours à la Pitié-Salpêtrière avec Valérie Trosini, qui, le malade se met en face de son ordinateur avec la caméra allumée, et le système lui dit si l'aérosol doseur est pris correctement ou pas. Donc ça, on arrive à identifier une prise correcte. Les objets connectés, je ne rentre pas dans le détail, il y en a beaucoup, notamment dans le domaine du sommeil. La radiothérapie, pour le contourage, par exemple, qui est quelque chose qui est extrêmement fastidieux. Et maintenant, l'intelligence artificielle peut faire le contourage. Mais quelquefois, c'est difficile. Hein. Et donc, il faut garder une compétence dans ce domaine-là. Prise en charge de la tuberculose, il y a eu des expérimentations avec la DOT, c'est-à-dire de voir en visio, d'être sûr que le patient prenait son traitement. Enfin, la formation, la simulation en endoscopie. On ne sait plus sa première endoscopie, je serai malade. Hein. C'est obligatoire de passer par la simulation maintenant. Ça existe déjà depuis plusieurs années. Et c'est tout à fait impressionnant hein, sur l'endoscopie et sur l'écho-endoscopie. Si on s'intéresse à un domaine de la pneumologie comme la BPCO, vous voyez qu'ici j'ai cité 5 domaines qui vont faire appel à l'intelligence artificielle. Après, il faut faire la synthèse de ça. Et ça aussi, l'intelligence artificielle permet de faire la synthèse de ça. On a maintenant une espèce de superposition de différentes approches et on est passé de la médecine hippocratique à la médecine expérimentale, puis à la médecine fondée sur les preuves, et maintenant on est à la médecine fondée sur les données massives. Et donc c'est là où on aboutit éventuellement à une médecine personnalisée qui a peut-être été évoquée tout à l'heure par Ali. Quelques écueils. Perte en compétences. Si la machine s'arrête, comment on fait? Et par exemple, même sur le fait
contrôler ce que fait la machine. Il faut qu'il y ait un homme qui contrôle ce que fait la machine. Si l'homme n'a pas la compétence, par exemple parce qu'il ne fait plus de contourage, comment il va dire que le contourage est correct? Donc il y a un vrai problème sur la perte en compétence. Perte de contexte, il y a un travail qui a été publié qui disait qu'on essayait de prédire le risque de décès par pneumonie sur 14 989 pneumonies. Et ce qui était bizarre, c'est que dans les résultats, quand on était asthmatique, on avait moins de décès. Comme si l'asthme protégeait du décès par pneumonie. Et en fait, on s'est rendu compte que les asthmatiques, quand ils arrivaient aux urgences, ils allaient directement en réanimation. Et donc ça n'a pas été pris dans le système. Et donc si on ne met pas ça à disposition, ça ne va pas fonctionner. Donc le contexte est important. Je vais vous citer également le système Watson. Vous avez entendu parler de IBM Watson. C'est un système de prescription, en fait, de prise en charge dans le cancer du poumon. Ça a été fait et en fait, IBM a essayé de vendre ça dans tous les hôpitaux de la planète. Le problème, c'est que les protocoles de chimiothérapie étaient élaborés à New York et que ce n'est pas du tout la même chose que si vous êtes à New Delhi ou ailleurs. D'accord? Donc finalement, ça n'a pas pris autant qu'on aurait souhaité. Il y a des biais. Les biais, ils sont manifestés. J'ai déjà évoqué ça. Ça dépend complètement des données qu'on met dans la machine pour lui apprendre, hein, pour que l'entraînement. Et donc ça, c'est vraiment important d'avoir des critères de vérité pour se rendre compte qu'il y a des biais. Des hallucinations. Des hallucinations de l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle va créer quelque chose de toute pièce. Raisonnement statistique, elle prend un truc et hop, elle va vous proposer quelque chose qui n'existe pas. Donc, il faut savoir que ça, il faut dépister. Et donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre l'intelligence artificielle. Incertitude inhérente à l'exercice de la médecine, avec une variabilité inter-observateur, vous êtes tous informés, et puis le fait que c'est un peu une boîte noire, l'intelligence artificielle. Et ça, c'est extrêmement pénible pour un médecin de se dire « je vais faire confiance à une boîte noire ». Donc, ce sont les inconvénients, les écueils de l'intelligence artificielle. La confidentialité et la protection des données sont aussi un enjeu majeur. Quand je vous parlais tout à l'heure des expérimentations qui peuvent être faites sur les protocoles cliniques, eh bien, ça pose le problème de l'identification et de la confidentialité. Donc c'est important, c'est sauté, mais c'est d'enseigner l'intelligence artificielle et de garder l'esprit critique. C'est pour ça que c'est essentiel d'enseigner. Et alors la question suivante, c'est qui va enseigner? C'est qu'il n'y a pas grand monde qui puisse former des formateurs. Et donc c'est là un enjeu important de l'intelligence artificielle en médecine et en pneumologie en particulier. L'éthique est un élément extrêmement important à prendre en compte. C'est comme la médecine fondée sur l'épreuve. Vous savez, dans la médecine fondée sur l'épreuve, il y a l'épreuve, il y a le médecin, et puis il y a le patient. Le patient peut dire « moi je ne suis pas d'accord avec ça, je n'ai pas envie de ce traitement », etc. Donc ça, c'est un point important à prendre en compte. C'est presque fini. Les 10 recommandations de l'Académie nationale de médecine, tous les professionnels de santé doivent être formés. L'usage des systèmes d'information d'intelligence artificielle générative doit se généraliser. C'est un problème éthique. Je vous ai dit que ça faisait mieux. Quand on associait le médecin et l'intelligence artificielle, il faisait mieux que le médecin tout seul. Donc il n'est pas éthique de priver le patient d'un plus au point de vue qualité de prise en charge. Ne pas communiquer les données personnelles des patients et des professionnels de santé. Supervision humaine. Et ça, c'est facile à écrire, facile à dire, mais après, c'est un peu plus compliqué parce que les gens se lassent. Supervision humaine, à un moment donné, dit bon, bah, l'intelligence artificielle, ça marche bien, laissons aller. Puis le jour où ça va être de travers, ça va poser un problème. La responsabilité des différents acteurs, concepteurs, utilisateurs, à réglementer. S'il y a une erreur, qui est responsable? Ce n'est pas l'intelligence artificielle. C'est soit le concepteur, est-ce qu'il a utilisé les bonnes bases de données pour l'entraîner, ou alors l'utilisateur qui n'a pas suivi ou qui n'a pas eu l'esprit critique pour dire « je ne suis pas la chose ». Cybersécurité des établissements. En France, on a eu plusieurs établissements hospitaliers qui ont été complètement privés de systèmes informatiques. C'est vraiment dramatique, hein. Et c'est une perte de chance pour les patients. Ça, je pense que c'est une évidence. Donc c'est extrêmement important. La notion de propriété intellectuelle, comme je vous ai dit,
L'intelligence artificielle génère à partir de documents. Ces documents, ils ont été, eux, générés par quelqu'un. Et donc ce quelqu'un en question peut revendiquer le fait que c'est sa propriété intellectuelle. Et donc ça pose ce type de problème. Il faut savoir aussi que tous les textes qui sont mis en ligne ne sont pas forcément mis en ligne avec de bonnes intentions. Hein, il y a certaines manipulations qui peuvent éventuellement exister. La recherche sur les applications en santé des systèmes d'intelligence artificielle générative doit être fortement soutenue. Les principes éthiques et puis les impacts environnementaux, vous ne pouvez pas le dire, mais c'est ça que ça veut dire, les impacts environnementaux doivent être évalués et réduits si c'est possible, parce que là, on part sur quelque chose d'absolument gigantesque. Donc l'idée, c'est de ne pas aboutir à ce système, hein, pour essayer d'éviter cette évolution. Et je termine toujours par cette citation que j'aime bien d'Abraham Bose, que vous connaissez, c'est que tout médecin qui pense pouvoir être remplacé par un ordinateur devra l'être. Je vous remercie pour votre attention. Merci Bruno pour cette excellente présentation. Nous, on a le médecin, on l'appelle le hakim, ça veut dire le sage. Et la médecine a besoin de beaucoup de sagesse. La machine peut nous aider, mais ne peut jamais remplacer notre sagesse. C'est ça le fantasme qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, tu vois, c'est de dire oh, ça va remplacer. C'est sûr que ça va changer un certain nombre de métiers dans l'hôpital, oui. Mais ça ne va pas changer la relation médecin-malade. La parole est à la salle. Merci beaucoup, professeur Housset. Moi, je voudrais savoir où on en est sur le terrain. Au niveau, par exemple, des facultés de médecine, est-ce qu'il y a une formation en cours? Comment ça va se développer sur le terrain? En France, là, il y a un décret qui est sorti. Il faut maintenant qu'ils fassent 28 heures d'éducation au numérique dans les études de médecine. Mais c'est loin d'être suffisant quand on voit le raz-de-marée à laquelle on assiste. Parce que quand je disais que ça ne change pas la relation médecin-malade, le malade, il va voir sur Internet. Il va voir l'intelligence artificielle de Microsoft ou de Google. Donc il va avoir des informations. Et il faut que ça soit partageable, explicable, que le sage puisse donner un avis sur les éléments qu'il a retrouvés sur Internet. Moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est la rapidité avec laquelle elle évolue, cette intelligence artificielle. Et cette puissance de calcul qui est de plus en plus importante, on ne sait pas si dans 5 années, cela va évoluer. Et puis moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est les enfants. Actuellement, ce système d'enseignement, c'est des jeunes qui sont pratiquement braqués sur ChatGPT et autres. Même ça va entraîner une inhibition de la réflexion chez eux, et ça va faire un impact important dans la génération future. L'enjeu éthique, il résulte du décalage entre l'évolution que tu soulignes, hein, l'évolution extrêmement rapide des techniques, des technologies, de l'accès en fait à ces données, et d'autre part notre incapacité à saisir les conséquences tout de suite de ce que ça va provoquer. Et ça peut éventuellement avoir des conséquences très négatives. Et par rapport aux études cliniques en vie réelle, est-ce que il y a des choses qui sont actuellement en cours? Oui. Utilisant l'intelligence artificielle, est-ce que ça va... Ça, je ne peux pas dire en pneumologie, mais clairement, dans le rapport de l'Académie nationale de médecine, il parle de ça. Et dans la recherche, les protocoles expérimentaux utilisent de plus en plus pour les allocations, pour randomiser, etc. Et donc, de plus en plus, l'intelligence artificielle. Docteur Benihia. Pardon. Par l'évolution rapide des choses, c'est que c'est pas tellement pour notre génération, beaucoup plus les générations à venir, c'est cette facilité apparente d'emploi va induire une certaine paresse intellectuelle et donc une perte de compétences. Et même ça peut être mal utilisé pour une instrumentalisation, une manipulation par les gens qui ont les gros moyens, les big data, les big pharma, etc. Donc c'est une paresse intellectuelle, une perte de compétences, une perte d'esprit critique. Il y a un risque de manipulation, oui, absolument. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme j'avais des problèmes de police, là, mais sur les citations, je ne vais pas souligner cet aspect des choses, mais sur les citations de copilotes, là, les citations sont en bas,
vous voyez que la première citation qui sort, c'est GSK Pro. Donc en fait, il va chercher des données qui ne sont pas nécessairement validées scientifiquement. Mais rassurez-vous, la dernière référence, c'est la SPLF. Donc on est plutôt rassuré de ce point de vue. Il n'a pas accès à PubMed, par exemple. Actuellement, il n'y a pas d'accès à PubMed. Mais ça viendra. Et donc il va absolument référencer toutes les informations qu'il va donner. Donc il y a Dr Adil et après Bernard Pijerias. Je vous remercie, cher maître, pour la présentation. Alors moi, j'interviens essentiellement pour dire que nous sommes une génération où il y a les jeunes et les moins jeunes, ça c'est important. Et puis on a toujours, parce que on vient de commencer une carrière où il y a l'intelligence artificielle, il y a aussi la phobie. Pas mal de gens parlent du secret professionnel, des données du malade, il y a le cloud, il y a l'interférence des serveurs, etc. Donc au début, on a informatisé nos données, parce qu'on a assez de données en matière de médecine en pneumologie et en médecine de travail, et puis assez d'exploration fonctionnelle respiratoire. Mais lorsqu'on entend qu'on voulait aller avec cette vitesse qu'on a vue, pour un peu être à jour avec les jeunes, mais le problème c'est qu'il y a toujours cette entre parenthèses informatiphobie, c'est-à-dire que le secret professionnel, la façon de faire, etc. Maintenant on parle même ce qu'on appelle une capitalisation des expériences, donc à travers quoi donc on peut faire des efforts pour un peu pirater toutes les données, donc c'est un peu ça. Merci. Oui, le problème de la propriété, enfin des confidentialités de données, c'est pas une phobie, c'est une réalité. C'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. C'est pas de l'informatophobie ou de l'informaticophobie. Pour le mot, je laisse Bernard. Oui. Merci beaucoup Bruno et merci d'avoir fait tout cet effort pour venir, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir le seul avion qui décollait de Nice hier. Sur ici. Non, merci beaucoup pour cette synthèse parce qu'elle était vraiment fondamentale. La question, c'est un petit peu la suite de ce que vient de dire notre confrère. Quels sont les moyens que notre État a utilisés pour sécuriser nos données quand on apprend que les données de santé publique ont été remises à Microsoft? Santé publique France, non, ils n'ont pas donné... Ils ont été confiés, c'est ce que le ministre O, il s'appelait O, avait dit, on n'a pas trouvé mieux que Microsoft. Je suis quand même intrigué, alors qu'on a Atos, on a quand même des entreprises. Oui, ça, effectivement, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet que la souveraineté, ça c'est cher à notre président, souveraineté de la France et des pays européens pour la gestion de ce type de... Autrement, on va se faire bouffer. Je n'ai pas évoqué le problème du langage. Le langage utilisé pour ces intelligences artificielles, 30% grosso modo c'est l'anglais, 30% c'est le chinois et 13% c'est la France, c'est le français. Il y a quelques intelligences artificielles où on a nourri en fait le moteur avec des données françaises. Et donc c'est vraiment important de garder ça parce qu'il y a des spécificités de langage justement qui font que c'est important qu'on ait une souveraineté sur ce point. Merci Bruno pour l'effort que tu as fait pour arriver et assister avec nous à cette manifestation. Bruno, merci pour les participants. Je vous invite à vous inscrire aux ateliers et après la pause café. Merci.